dernière série de 4 séances, si je ne me trompe pas, qui va nous conduire jusqu'au début du mois d'avril. Donc, pendant ces 4 séances, dont celle d'aujourd'hui, on va, vous voyez, parler de la nouvelle génération d'architectes qui sont arrivés en situation de travailler et d'exercer leur métier, grosso modo, dans les années 70 pour certains, dans les années 80 pour d'autres. Voilà. Donc c'est vraiment, là on va parler d'architectes actuels qui sont en exercice et qui sont, pour certains déjà ils commencent à avoir près de 80 ans, puisque nés en 45-46 en gros, ils ne sont pas loin d'arriver à 80 ans. Mais donc, pour l'instant, ils sont toujours en plein exercice. Donc, je vais vous parler successivement de la nouvelle, aujourd'hui, qui est née en 1945. Vous le voyez, c'est vraiment le baby boomer type. Puis, Christian de Portzamparc, né en 1944, vous voyez. Tous les deux ayant reçu le prix Pritzker, qui est la référence à l'histoire pour l'architecture. Une sorte de Nobel de l'architecture, en quelque sorte. Hein. Dominique Perrault, également très connu au niveau international, qui voit qu'il est un peu plus jeune qu'eux, il a 70 ans, quoi, en gros. Rudy Ricciotti, flamboyant architecte, qui fait souvent la une par ses réalisations et ses propos parfois un peu virulents. Nous en parlerons en détail. C'est la même génération que Dominique Perrault. Puis nous terminerons, là j'ai prévu de le faire pour la dernière séance en gros, le duo bordelais, qui également sont récipiendaires du prix Pritzker depuis l'année dernière. Donc Anne Macaton et Jean-Philippe Vassal. Et puis j'associerai dans cette séance Patrick Bouchin, qui lui est de 45 comme agent Nobel, vous voyez. Donc, vous avez là une famille on peut dire, d'architectes de la même génération, grosso modo, et que j'ai choisi à la fois parce que ce sont un peu des stars, hein, des stars internationales pour certains, des stars mondiales comme Jean Nouvel, par exemple, donc très connus et qui méritent donc d'être étudiés, mais aussi pour chacun d'entre eux, j'essaierai de montrer l'originalité de chacun, hein, parce qu'ils ne sont pas du tout indifférenciés, chacun a sa personnalité et a des œuvres différentes, donc voilà ce que je m'attacherai à montrer. Bien entendu, je ne parlerai pas de la totalité de la réalisation, c'est un travail exhaustif qui nous prendrait plusieurs mois au moins. Hein. Donc j'ai choisi dans leurs œuvres, en particulier celles qui sont visibles en France et qui ont assuré leur notoriété d'abord ici dans notre pays avant de se répercuter au niveau international. Donc on aurait pu associer aujourd'hui Roland Castro. Peut-être avez-vous remarqué qu'il y a quelques jours, Roland Castro est décédé à l'âge de 82 ans et on pourrait l'associer à cette génération. Il était un peu plus âgé qu'eux puisqu'il avait 82 ans, donc il a dû naître en 41. Voilà, donc, mais en gros, dans l'esprit, c'est la même génération, hein, la même génération qui est montée aux affaires, on pourrait dire, à la fin des années 60, souvent dans le contexte de 68 et des années post-68, donc ça les a aussi beaucoup marqués et ça a une influence directe sur leur vision du métier d'architecte. Donc Roland Castro, dont on pourrait dire quand même qu'il a été un agitateur assez virulent là, sur la scène de l'architecture, ayant été précédemment, dans sa jeunesse folle, un dirigeant maoïste, 68 et après 68, mais maoïste pas pur et dur comme la tendance gauche prolétarienne, mais plutôt un maoïste libertaire, ce qui paraît un peu paradoxal, mais ça existait sous la forme d'un petit groupe qui s'est appelé Vive la Révolution, qu'il avait fondé, et qui a été caractérisé par ce qu'on appelait le mao-spontanéisme, ce qui là encore paraît tout à fait paradoxal.
en abrégé les Spontex, on les appelait à l'époque. Grand Spontex. Spontex et même Spont. Donc voilà, et il a fait partie de ce groupe-là qui a marqué l'époque par justement ses prises de position tout à fait comme ça, comment dire, spectaculaires et avec un esprit d'ouverture tout à fait inattendu pour des maoïstes. Bon, alors par exemple, bien plus tard, il a été proche de la Mitterrandie, il a fait partie du groupe restreint des proches du cercle mitterrandien, par des liens familiaux d'ailleurs, et dans ce cadre-là, le président lui avait confié une mission qui s'appelait Banlieue 89, qui est très intéressante, c'est-à-dire une réflexion et des propositions pour revoir le Grand Paris et essayer de trouver des solutions aux grands malaises que la banlieue parisienne déjà suscitait, essayer donc de revitaliser, de trouver un sens à cette banlieue. Et donc il a fait des propositions tout à fait intéressantes qui, hélas, ont été un peu abandonnées, comme bien des propositions faites par d'autres architectes, hein, ou d'autres ministres plus tard. Donc, de ce point de vue, il a eu quand même un rôle important. Et donc, aujourd'hui, puisque je suis amené à parler de cette génération aujourd'hui, je pense que c'était normal de lui rendre un petit hommage. Mais je pourrais citer d'autres architectes que je laissé de côté. Henri Siriani, par exemple, voilà, un exemple, très bon architecte, excellent architecte. Bon, je ne vais pas faire comme ça une liste d'architectes de qualité, il y en a eu beaucoup, mais j'ai sélectionné donc ceux qui m'ont paru les plus significatifs et qui ont quand même marqué beaucoup l'opinion. On a parlé d'eux, hein, donc c'est important aussi. Ils ont contribué précisément parce qu'on parle d'architecture et d'urbanisme, car, il faut le dire aussi, la plupart d'entre eux sont à la fois urbanistes, enfin architectes et urbanistes, ou en tout cas préoccupés par la question d'aménagement urbain qui lie étroitement à leur métier d'architecte. Donc, même de ce point de vue, il y avait quelque chose de nouveau également dans leur démarche. Quand même quelques remarques avant d'entamer le premier exemple, c'est-à-dire Jean Nouvel, que j'ai prévu de développer aujourd'hui. Quelques remarques générales sur comment dire, un contexte particulier à l'architecture dans ces années 80, en particulier 80, qui sont les années donc de l'avènement de Mitterrand au pouvoir. Et là, c'est pas sans influence sur l'architecture. Vous savez à quel point ce président-là a voulu marquer son temps et son histoire personnelle par des réalisations architecturales un peu à la manière d'un pharaon ou d'un empereur romain. C'est sa trace dans l'histoire à travers des constructions. On lui a d'ailleurs reproché un petit peu ce côté parfois un peu mégalomane, mais il a eu le mérite, à travers les grandes commandes présidentielles, de susciter dans notre pays un débat qui n'avait pas vraiment lieu jusqu'à présent sur ce qu'est l'architecture, ce qu'est le pouvoir de l'architecture, ce qu'est le lien de l'architecture et de la cité, au sens large de la cité, des citoyens. Et donc, de ce point de vue, cette période a eu le mérite de remettre un peu des grands débats qui ont agité l'avant-garde des années 20 et 30, de les remettre en scène pour le grand public. Je crois que une grande partie de l'opinion, d'une manière ou d'une autre, parfois en opposition avec les décisions du président, mais malgré tout, une bonne partie de l'opinion publique a été sensible à des questions d'architecture, ce qui était quand même tout à fait nouveau dans notre pays. Donc, bien entendu, je vous rappelle que c'est l'époque du Grand Louvre, par exemple, hein, depuis au cours du second mandat de la Grande Bibliothèque de France, et justement, un de ces jeunes architectes, Dominique Perrault, va bénéficier de la commande de la Grande Bibliothèque. Et Jean Nouvel, dont on parlait suivant, c'est le premier des grands bénéficiaires avec l'Institut du monde arabe qui est construit au cours des premières années 80. Donc la commande publique a eu une influence directe sur eux-mêmes, sur cette génération-là, et au-delà, je disais donc, sur la société dans son ensemble, avec donc les débats suscités
par des choix parfois critiqués, comme celui de l'Arc de la Défense, qui a été un grand débat sur comment ponctuer la grande perspective parisienne, vous voyez, à l'ouest, à partir des Tuileries, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe. Ça a été un débat d'architecture et d'urbanisme sur comment composer avec Paris, avec le Paris historique, par exemple. Ou bien l'Opéra Bastille, qui est, à mon avis, assez grand ratage, à mon avis, du point de vue esthétique, hein, pas du point de vue fonctionnel. C'est un bon appareil pour la représentation des opéras, mais par contre, on peut critiquer quand même le choix qui a été fait de ce bâtiment sur une place prestigieuse de Paris. Bon, et leur réplique en région, j'ai écrit, hein, parce qu'effectivement, il y a eu des petits présidents aussi dans les régions qui naissent à ce moment-là. Les années 80, c'est les années de la décentralisation. Les lois de décentralisation, dites lois de fer, par exemple, qui donnent aux régions des pouvoirs nouveaux et des crédits nouveaux également. Donc les régions nouvellement créées, qui existaient sur le plan administratif auparavant, mais qui n'avaient pas de pouvoir. Les régions avant les années 80, c'était des super-préfets qui étaient à la tête, donc directement obéissant aux ordres de l'État. La nouveauté, c'est que les régions se dotent de conseils régionaux élus, avec des présidents qui exercent des fonctions différentes et qui bénéficient d'une certaine autonomie par rapport au pouvoir central français. Et donc, dans certaines régions, il va y avoir une sorte de réplique dans certaines villes des grands travaux parisiens. Donc, exemple, Nîmes. Nîmes, c'est une ville modeste, hein, relativement, mais qui va connaître un âge d'or, on pourrait dire, de l'architecture, avec un maire dynamique qui s'appelle Jean Bousquet, qui était un patron d'industrie et qui a voulu faire de Nîmes une quasi-métropole, donner en tout cas les atouts d'une métropole. D'où ces choix architecturaux, en particulier la construction du carré d'art face à la maison carrée, qui est confiée à l'architecte britannique Foster, qui est une des grandes stars mondiales d'architecture, ou bien le nouveau stade des Costières pour l'équipe de foot locale, nouvelle entrée de ville, etc., et qui se poursuit aujourd'hui, bon, Jean Bousquet n'est plus là, mais avec le nouveau musée de la Romanité à Nîmes, qui a été construit il y a quelques années face des arènes de Nîmes. Donc voilà l'exemple de petite ville qui va se doter d'équipements publics tout à fait remarquables, confiés à des architectes de talent. Bien, alors je pourrais multiplier, à côté, sa voisine et rivale, Montpellier. C'est le début du règne de Georges Frêche, qui va vouloir faire de Montpellier la surdouée, comme on disait la publicité à l'époque, une métropole qui compte en France, et qui a en partie réussi grâce à l'architecture. L'architecture a été utilisée, là c'est bien un bon exemple d'un outil de pouvoir et de rayonnement utilisé de façon explicite par un élu local pour donner à une métropole donc un rayonnement national et même international. Deuxième point que je soulève aussi, je vous rappelle l'importance dans ce débat urbanisme et architecture des villes à ce moment-là de la place prise par le déclin industriel et la fermeture nombreuse d'usines et d'autres installations de type industriel ou portuaire. Donc, multiplication de ce qu'on va appeler des friches urbaines, friches industrielles, friches ferroviaires, friches portuaires, autant d'opportunités qui vont être données à cette nouvelle génération d'architectes qui pensent la ville du futur sans tourner le dos à la ville du passé. Le remodelage de ces zones désaffectées peut être l'occasion de redonner un sens à l'espace urbain. Exemple, par exemple, Paris-Rive gauche, là, entre la gare d'Austerlitz et le boulevard périphérique, Porte d'Ivry, qui est le plus grand aménagement de la ville de Paris au cours de ces années 90 et 2000, et au cours de laquelle va s'illustrer justement Dominique Perrault avec la BNF, qui est un peu le point de départ, justement, voilà, un bel exemple. La construction de la BNF sur l'ancien faisceau ferroviaire de
d'Austerlitz va être le point de départ d'un remodelage de toute la rive gauche de la Seine qui s'achève aujourd'hui avec les tours du haut de Jean Nouvel. Donc vous voyez comment tous ces architectes ont tourné autour de ces grands chantiers de remodelage urbain, parisien et autres, et ailleurs, Marseille, Lyon, Bordeaux, etc. Enfin, un dernier point, postmodernisme et renouvellement doctrinal. Alors, je ne vais pas me livrer ici un développement sur ce qu'est le postmodernisme et la French Theory qui a fait florès dans les universités américaines à ces années-là, Derrida et autres. Par contre, ce qui nous intéresse ici, c'est que nous avons affaire à une génération d'architectes qui, eux, se situent explicitement après le modernisme. Le modernisme, je dirais presque classique, même si les mots paraissent un peu antinomiques, mais le modernisme que nous avons étudié depuis 2 ans, avec la première génération du début du XXe jusqu'aux années 60-70, ben justement, ces nouveaux architectes, eux, ils tournent un peu le dos, sans renier l'héritage des grands anciens modernes. Ils ne forment pas de côté, quoi. On a pu mesurer très concrètement dans nos villes les dégâts de la modernité de l'architecture, avec en particulier la multiplication des grands ensembles en périphérie et le massacre parfois de quartiers entiers centraux. Tarbes est un bon exemple du massacre systématique de quartiers anciens par des immeubles complètement incongrus qui ont poussé au hasard de la libération des parcelles. Donc ce massacre que la France a connu de façon vraiment très très marquée par rapport à d'autres pays européens, donc ils en sont tout à fait conscients et ils veulent un peu rompre avec cette politique de la tabula rasa, de la volonté de créer à tout prix de la modernité dans les centres-villes, et donc ils se livrent à une réflexion générale sur ce que peut être une architecture toujours moderne, mais qui est soucieuse de s'inscrire dans l'histoire urbaine de notre pays. Voilà un peu ce qui les anime, en tout cas le contexte qui les concerne directement. Et donc nous allons sans plus tarder parler du plus connu d'entre eux, je pense, par tout le monde, Jean Nouvel, qui est probablement aujourd'hui l'architecte français, avec Portzamparc, le plus connu dans le monde. Donc il est né en 1945, vous le voyez, à Fumel, dans le Lot-et-Garonne, sur le Lot, en amont de Villeneuve-sur-Lot, si vous connaissez la région, et dont il a gardé d'ailleurs une pointe d'accent. Si vous l'entendez parler, vous verrez, vous remarquerez qu'il a gardé une petite pointe d'accent du sud-ouest, qu'il n'a pas volontairement voulu effacer ses racines périgordines, on pourrait dire, parce qu'en fait, il a plutôt vécu dans le Périgord qu'à Fumel, proprement dit. Et puis, deuxième image de lui, l'homme en noir. J'appelle l'homme en noir parce que c'est lui qui a imposé, on pourrait dire, cette figure de l'architecte vêtu de noir. Et au-delà, ça s'est transmis au milieu des plasticiens. On est beaucoup en noir parmi les plasticiens et les gens qui tournent autour de l'art contemporain de manière générale. Et je crois que c'est lui qui a impulsé, par sa présence, sa présence sur la scène publique, il a fini par imposer ce costume noir qui ne quitte jamais. J'ai jamais vu en photo, en film, j'ai jamais vu autrement qu'en noir, moi, personnellement. Donc il est vraiment associé à cette couleur, dont il dit aussi que, comme il a un peu d'embonpoint, ça l'arrange un peu, quoi, finalement. Parce que là, il commence à avoir, il est de 45, donc il a 77 ans. Donc voilà. Mais il garde cette prestance quand même. Tous les interlocuteurs qu'il rencontre soulignent qu'il a une belle taille, il a une belle carrure, il a de l'allure, et en plus, il sait parler, quoi. Il sait défendre son point de vue, donc finalement, c'est quelqu'un qui a une stature assez importante, à tout point de vue. Alors, je faisais allusion à Fumel,
Et je disais, mais c'est plutôt le Périgord dans lequel il a vécu. Effectivement, une photo de Sarlat, d'une église, une ancienne église désaffectée, l'église Sainte-Marie, qu'il a lui-même transformée au cœur de Sarlat, dans le Sarlat vraiment historique, et qui aujourd'hui fait fonction de marché quotidien, qui s'ouvre par 2 grandes portes que vous voyez là, en métal, très hautes, vous voyez, qui ont toute la hauteur de la nef ancienne, et qui s'ouvrent pour laisser place au marché, vous voyez, quotidien, de tous les jours. C'est quand même une solution assez originale, et c'est plutôt un cadeau que Jean Nouvel a fait à sa ville, parce qu'en fait, il a vécu la plupart du temps sa jeunesse et son adolescence à Sarlat, où étaient installés ses parents, qui étaient 2 enseignants. Personne n'est parfait. Et donc, il avait en particulier un père qui était, alors 2 enseignants plutôt scientifiques, hein, enfin, ouais, en gros. Il avait un père qui était une forte personnalité, qui a été un grand résistant dans la région, et qui, après la guerre, est devenu docteur en géographie, donc ouais, universitaire, et même inspecteur d'académie. Donc vraiment un notable de l'éducation nationale. Vous voyez, un membre de l'appareil administratif de l'éducation nationale, donc une personnalité importante, avec laquelle Jean Nouvel a eu à batailler un peu, parce que lui, quand il était ado, et il parle, dans ses interviews, il parle des premiers émois architecturaux dans le Périgord, ses balades en canoë sur les rivières, sur la Dordogne et autres, et la découverte des magnifiques châteaux que vous connaissez sans doute du Périgord, qui jalonnent les vallées périgourdines. Et Sarlat, c'est le cœur vraiment du Périgord noir, hein, du Périgord historique. Donc il en parle avec émotion, il situe là ses premières émotions esthétiques, mais son attirance était pour la peinture. Lui, il se voyait peintre. Alors il y a eu donc une féroce bataille avec ses parents qui ne voulaient pas le voir partir vers la peinture. C'était le meilleur moyen pour eux, évidemment, de plonger dans la misère. Hein, bon, vous connaissez le refrain. Et donc il a fallu transiger, parce que sinon il ne payait pas d'études, hein, ils ne voulaient pas l'envoyer au casse-pipe, d'après eux. Et donc ils ont transigé, et il a accepté de passer le concours des Beaux-Arts de Bordeaux, mais section architecture. L'architecture ayant à leurs yeux des vertus. C'est plus scientifique, vous voyez, il y a un aspect plus sérieux. Un cabinet d'architecte, on voit ce que c'est. Un atelier d'artiste, plus mal. Hein, vous voyez, donc voilà, ça a été, on a coupé la poire en 2. Et donc du coup, il s'est retrouvé aux Beaux-Arts de Bordeaux, où il a essayé de pratiquer aussi la peinture ou autres arts appliqués, mais il s'est rendu compte que finalement, il avait une attirance. Il a découvert l'intérêt de l'architecture, et donc il s'est converti à l'architecture. Il a été diplômé d'abord de l'école de Bordeaux, puis il a passé le concours des Beaux-Arts de Paris, où il a été reçu premier. Donc il a tout de suite embrayé, et donc il a, à la fin des années 60, il sort de tout ça, hyper diplômé, et apte à exercer le métier. Et il va l'exercer très vite, donc en s'associant avec 2 autres jeunes architectes. Il va fonder une première agence dès la fin des années 60, et puis il va avoir ses premières commandes dans les années 70. Donc il va entamer une carrière professionnelle assez riche, mais avec son tempérament, il va aussi ruer dans les brancards. Et donc, pendant ces années 70, tout en exerçant son métier, il va acquérir une stature dans le milieu de batailleur, de bretteur, de quelqu'un qui pourfend un peu les conservatismes et qui donc veut promouvoir une nouvelle conception de la formation de l'architecte, de sa relation à la cité, et au-delà, bon, d'avoir une vision nouvelle un peu de ce qu'est l'art de bâtir et l'art d'aménager. Donc il n'aura de cesse au cours de ces années 70 que de mener des batailles comme ça, tout en exerçant son métier d'architecte très concrètement, en construisant
écoles, cliniques, etc. Donc des commandes, on pourrait dire, ordinaires, qu'il mène à bien, qui contribuent d'ailleurs à commencer à asseoir sa notoriété. Mais bien sûr, le coup d'éclat, pas le coup d'état, le coup d'éclat, ça sera le fameux concours pour l'Institut du monde arabe. Voilà un peu, en résumé, le cursus honorum de Jean Nouvel, vous voyez, qui démarre donc début 81 avec l'Institut du monde arabe, qui va le faire connaître à la fois en France et à l'étranger. Et en 87, il reçoit l'équerre d'argent pour ce même Institut du monde arabe. Et quelques années après, nouvelle équerre d'argent pour l'Opéra de Lyon. Donc, je vais vous parler après. L'équerre d'argent est décerné chaque année par la revue Le Moniteur, qui est la revue professionnelle des architectes et des entreprises de bâtiments, de BTP, où donc il y a toute l'actualité de la profession. Et donc c'est une récompense prestigieuse qui est décernée chaque année à deux architectes. Donc vous voyez, on reconnaît son talent. Puis Lion d'Or à Venise, bon, c'est pareil, la Biennale de Venise, c'est quand même la manifestation internationale par excellence de l'avant-garde de l'architecture. Le Premium Imperiale, c'est un prix japonais très prestigieux aussi. Et puis finalement, couronnement, le fameux prix Pritzker pour l'ensemble de son œuvre à ce moment-là, en 2008. Or, son œuvre, elle se continue. 15 ans après, il y a beaucoup de choses qui sont ajoutées à ce qui avait déjà été produit à ce moment-là. Alors, nous commençons par une question fondamentale, c'est est-ce qu'on peut reconnaître facilement un bâtiment de Nouvel ? Si on ne le connaît pas, si on n'a jamais entendu parler, eh bien je dirais non. Justement, la caractéristique de Nouvel, c'est qu'il n'y a pas de style Nouvel. Il le dit lui-même, il dit moi je produis des architectures qui ne sont pas reconnaissables. Il emploie le mot d'architecture spécifique ou contextuelle. Et il explique que normalement, si un bâtiment que j'ai construit, vous le reconnaissez ailleurs, c'est que j'ai raté un coup quelque part. C'est-à-dire que chaque bâtiment s'inscrit dans une réalité spécifique et en ce sens, il n'est pas assimilable à un autre. Donc, sa réflexion porte justement sur ce qu'est le contexte de la commande qu'il reçoit. Et donc, son souci majeur, c'est précisément de produire des qui soient uniques par le fait qu'il a procédé à une analyse précise. Quand il parle de contexte, c'est à la fois le contexte concret, matériel, de l'endroit où il va construire, mais en arrière au fond, il y a l'histoire du lieu, la culture du pays, enfin bref, tout un arrière-plan de réflexion qui le conduisent à faire tel ou tel choix constructif et esthétique qui différencie chaque lieu de l'autre. Voilà donc un peu sa manière de se représenter, sa façon de produire de l'architecture. Chaque architecture est une particularité, dit-il. C'est un ensemble de petites citations qui ne veulent pas, qui ne sont pas des citations absolument, comment dire, il n'y a pas chez lui une volonté de résumer une fois pour toutes sa façon de concevoir les choses, mais j'ai picoré ça à travers des interviews qu'il a données ici ou là dans la presse, et donc je trouvais que ça collait assez bien avec son propos. Voilà ce qu'il appelle donc une architecture contextuelle. Et donc il s'en prend d'ailleurs à l'architecture qu'il appelle générique par opposition à spécifique, c'est-à-dire l'architecture qui ne s'inscrit pas précisément dans un lieu et une époque donnée et qui peut être transportable n'importe où ailleurs. Et il dénonce donc avec beaucoup de véhémence les architectes qui précisément, à ses yeux, se contentent de répéter des formules déjà toutes faites et éprouvées ailleurs
et à les répéter en modifiant un petit peu certains paramètres pour s'adapter effectivement à la commande, mais qui ne modifient pas en profondeur leur conception d'ensemble du bâtiment. Donc on pourrait penser peut-être, mettons, à ce que fait Franck Gehry. Vous voyez, je pense que Franck Gehry, vous le reconnaissez partout. Bon, c'est une volonté d'éclatement de la forme, d'expressionnisme exacerbé, de jeu avec les formes, par exemple, qu'on retrouve de Bilbao à la Fondation Vuitton, ou bien Sarah Zadid, l'architecte aujourd'hui décédé d'origine irakienne, britannique d'origine irakienne, qui également produisait des bâtiments très faciles à reconnaître. On reconnaît facilement le tiens, ça doit être ça. Eh bien oui, c'était elle. Donc il dénonce ça comme étant précisément ce que lui il ne fait pas. Lui il dit justement, comme je le disais tout à l'heure, si vous pouvez dire que ce bâtiment est de moi comme ça, c'est que j'ai raté quelque chose. Voilà, en gros, bon, il tord un peu le bâton dans l'autre sens, mais enfin, voilà un peu le sens de sa démarche. Alors, je vais prendre un certain nombre d'exemples pour illustrer un peu ce propos. Par exemple, l'antenne du Louvre d'Abu Dhabi, qu'il a livré il y a à peine quelques années, dont vous voyez la maquette ici. Abu Dhabi, donc vous savez tous que c'était un des émirats les plus riches du Golfe, et que donc, comme d'autres émirats et l'Arabie Saoudite elle-même, ils sont engagés dans une démarche de fin du pétrole, un beau jour il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de pétrodollars, et donc ils sont en train de travailler à leur futur comme État avec d'autres ressources que le pétrole et le gaz, comme le Qatar par exemple. Et donc ils cherchent donc des formules nouvelles, et parmi elles il y a notamment le développement de la culture et de tout ce qui va avec. Aujourd'hui, vous voyez à quel point la culture peut être en même temps source de revenus à travers ce qu'on pourrait appeler, sans être péjoratif, le tourisme culturel. Les voyages suscités par la visite de lieux prestigieux comme ça, qui suscitent donc une économie nouvelle. Alors voilà la maquette de cette antenne du Louvre qui est prévue pour s'associer, enfin il y a une nouvelle ville axée sur la culture et les arts, prévue donc par Abu Dhabi, où vont normalement travailler, bon là Jean Nouvel c'est terminé, mais il y a aussi, il devait y avoir Zaha Hadid, il y a Franck Gehry, l'inévitable Franck Gehry, il y a Norman Foster, bon, l'inévitable Norman Foster, donc il y a les grandes pointures mondiales, prestigieuses, car dans ces opérations de prestige, il faut évidemment que les signataires soient eux-mêmes très prestigieux, ça va avec. Désormais, la signature de ces stars, ça vaut de l'or. Donc voilà pourquoi ces Émirats aussi font ces choix-là. Alors pour en revenir à mon propos, voilà une maquette aussi où on voit un peu mieux l'ampleur du projet. Alors pourquoi je l'ai choisi comme exemple? Pour illustrer la fameuse contextualisation, mise en contexte de l'architecture. Parce que en fait, il conçoit ce bâtiment qui est surmonté par une coupole spectaculaire, 180 mètres de diamètre. C'est un exploit technique extraordinaire en soi, qui repose sur 4 points d'appui et qui est formé d'une sorte de résille métallique. Il y a 7 couches successives de métal qui constituent une coupole qui laisse pénétrer la lumière. Et toute la magie est là. Précisément, c'est un véritable musée-ville, musée-quartier, vous voyez, c'est pas un musée isolé comme ça, mais c'est un véritable morceau de ville en réalité, constitué de plus de 40 bâtiments séparés les uns des autres et réunis par des ruelles, des darses, parce qu'il y a de l'eau tout autour, donc il y a des petits bassins qui s'insinuent à l'intérieur, il y a des ruelles, il y a des places, etc. Donc tout un dédale urbain
qui est directement inspiré des médinas et des villes traditionnelles du monde arabe. Voilà ce que Jean Nouvel appelle la contextualisation. Ce n'est pas la copie d'un modèle existant et une néo-architecture traditionnelle. Non, c'est une architecture ultramoderne, mais qui tient compte de l'histoire du pays, du contexte culturel et historique du pays, et qui produit donc quelque chose qui rappelle, dans le fond, la conception des villes du monde arabe, avec en particulier ces ruelles souvent recouvertes de canis ou de bâches qui protègent un peu de la chaleur et du soleil, mais qui laissent pénétrer la lumière et qui produisent des effets d'ombre et de lumière toujours changeants selon le moment de la journée et selon l'endroit où on se trouve à l'intérieur de la Médina ou de la Casbah. Voilà quelques photos qui rendent compte un petit peu de ce travail sur la lumière qui est extrêmement important pour Jean Nouvel. Deuxième exemple, qui a fait la une il y a peu de temps évidemment, avec la Coupe du Monde au Qatar, on a pu voir sans doute souvent des réalisations comme ça, spectaculaires. Il y a quelques années, il a livré donc pour le Qatar ce musée national qui, vous le voyez, est inspiré, lui, des Roses des Sables. Donc, c'est la référence au désert, au contexte géographique, la Rose des Sables, qui est le produit donc, du désert, et qu'il donc utilise comme une manière d'installer dans ce pays tout neuf une trace de son ancrage géographique en quelque sorte. Voilà, quelques vues, qui sont aussi un exploit technique, avec l'utilisation de béton très performant pour réaliser ces minces plateaux, tous inclinés de manière différente, et assemblés de façon tout à fait technique. Donc c'est aussi en soi une construction spectaculaire. Jean Nouvel est quand même un adepte de la technique. C'est vraiment quelqu'un qui adore se lancer des défis techniques. Troisième exemple, tout à fait différent, vous le voyez, la tour Akbar à Barcelone. Akbar parce que c'était le siège d'une compagnie qui s'appelle Aguas de Barcelone, c'est-à-dire les eaux de Barcelone. Akbar, c'est pour les eaux de Barcelone, la compagnie qui gère, une puissante compagnie des eaux qui était, je crois toujours, je ne sais pas si elle est toujours, à l'époque en tout cas, c'était une filiale du groupe Suez français. Aujourd'hui, Veolia. Alors je ne sais pas si Akbar est toujours filiale de Veolia, mais en tout cas la tour est toujours là. Et elle a changé de nom parce qu'elle s'appelle désormais la tour Gloriès, parce qu'elle est installée sur un endroit de Barcelone qui s'appelle la place des Gloires catalanes. Alors ça mérite quand même une explication. Pourquoi j'utilise cet exemple comme exemple de contextualisation? Évidemment, quand Jean Nouvel débarque à Barcelone, il connaît son histoire de l'architecture. Et donc la première référence à laquelle on pense, et il pense, c'est évidemment Gaudi. On ne peut pas aller à Barcelone sans penser à Gaudi. Et donc sa référence, vous la voyez, elle est explicite dans l'espace urbain. La tour Akbar répond à la Sagrada Familia. Donc, premier exemple de première tranche, si vous voulez, dans la contextualisation. Deuxième exemple, cher au cœur des Catalans, le massif sacré de Montserrat, où se trouve l'abbaye historique qui fait partie un peu de l'âme catalane. Et donc, on voit bien la parenté de forme, toutefois, entre ces concrétions de grès et même de poudingue, pour être précis, en tant que géographe. C'est du poudingue sur lequel on peut faire de l'escalade. Et donc, donc ce relief tourmenté de Montserrat a inspiré directement Jean Nouvel. Il le dit lui-même, je ne l'invente pas, c'est pas moi qui me projette là-dessus, c'est lui-même qui en parle comme d'une référence qui a guidé sa manière de concevoir la forme générale de sa tour, qui est quand même tout à fait singulière. Et là voilà aussi
Alors l'image est floue sans doute, parce que je n'ai pas trouvé mieux. Mais vous voyez, troisième référence, on est ici, référence au plan très connu d'extension de Barcelone, conçu au XIXe siècle par Cerdà, Ildefonso Cerdà, qui est le concepteur du nouveau Barcelone, qui émerge à partir de 1860-70. Et c'est lui qui conçoit ce qu'on appelle l'ensanche en castillan, ou l'exemple en catalan, c'est-à-dire l'extension, littéralement c'est le mot qui veut dire extension de Barcelone au-delà de ses murailles historiques. Et donc il conçoit, vous le savez, ce plan en damier très connu. Je n'ai pas mis de photo, mais je pense que vous connaissez tous ce plan en damier de Barcelone, avec ce quadrillage général qui est susceptible de s'étendre à l'infini, on pourrait dire, et qui était organisé autour de deux grands axes, la diagonale, ici, et la Gran Via, qui était là, et qui donc confluaient pour former une place qui aurait été le cœur du Grand Barcelone du futur. Et c'est cet endroit-là qui s'appelle aujourd'hui la place, qui s'appelle depuis toujours, la place des gloires catalanes. Voilà, c'est ce lieu-là. Et donc vous voyez que, là aussi, Jean Nouvel, en se plantant dans l'axe de la diagonale et de la Gran Via, fait référence aussi au plan de Cerdà et se situe lui-même et dans cette vision grandiose de Cerdà au XIXe siècle, et donc il conçoit ce qu'il appelle lui-même un signal urbain qui est installé donc dans une des portes d'entrée désormais de Barcelone, et du nouveau quartier qui s'est développé après 92, après les Jeux Olympiques, avec les Jeux Olympiques de 92 et les années qui ont suivi. Alors voilà, pour vous décrire un petit peu plus en détail ce que Jean Nouvel entend par concevoir des bâtiments contextualisés. Et voilà, la contextualisation, ce n'est pas uniquement s'inscrire dans l'espace particulier matériel du quartier, c'est avoir une vision historique, culturelle de l'endroit où on se trouve. Et ça, c'est quand même une démarche très importante. Quand on conçoit aujourd'hui les métropoles du monde moderne, c'est justement, est-ce qu'on se situe ou non dans une continuité historique? Voilà, c'est un des grands débats de la conception de l'architecture et de l'urbanisme aujourd'hui. Et puis donc, évidemment, il utilise des moyens techniques tout à fait spectaculaires pour donner à cette tour une présence comme signal urbain, justement. N'oubliez pas aussi que Barcelone est, parmi les grandes métropoles, je dirais, du monde, une des villes qui a mis l'architecture au premier rang. Donc à Barcelone, il y a une forte tradition qui a démarré avec le modernisme de la fin du XIXe siècle, d'une place éminente accordée à l'architecture et à l'urbanisme. Et c'est précisément l'histoire de Gaudi, l'histoire de Cerdà, qui sert d'arrière au fond à Barcelone. Si Barcelone est connue dans le monde aujourd'hui, c'est notamment par ce qu'elle propose en matière d'urbanisme et d'architecture en permanence. Et ça a été amplifié par le choix des Jeux Olympiques de 92 et le fait d'accélérer dans ce sens-là l'aménagement du Grand Barcelone. Donc Jean Nouvel se situe dans cette continuité, cette vision historique de Barcelone comme grande métropole de l'architecture au niveau européen et même au-delà mondial. Et je terminerai ces exemples par le projet de Tour sans fin qui aurait dû se construire à la Défense, dont je vous ai retracé la naissance avec le CNIT. Vous voyez sur la maquette ici le CNIT, qui est le point de départ de la construction, de l'aménagement de la Défense. Donc dans les années, vous voyez, fin des années 80-90, il y a eu un projet de construire une tour qui aurait ponctué, qui serait venue ponctuer. Et là, vous voyez comment, également, on se situe dans un contexte précis. Comment cette tour vient ponctuer la volonté
de situer la Défense dans l'axe historique de Paris, d'où la construction de l'Arche, ici, volonté présidentielle, mais avec débat hein, quand même, qui est un grand débat. Et donc, la tour qui a été donc projetée à côté venait faire un contrepoint visuel à cette nouvelle arche et constituer un nouveau point d'attraction dans le ciel parisien. Voilà, dans une maquette, vous voyez, qui montrait comment aurait pu se présenter cette tour, on voit très bien qu'elle répond, elle était censée répondre, à la fois à la tour Eiffel, à la tour Montparnasse, qui étaient donc les deux constructions les plus éminentes du paysage parisien à ce moment-là, et elle venait se situer comme venant ponctuer, marquer l'espace de la Défense en contrepoint de l'Arche ici, en étant en soi un véritable exploit technique. Là encore, hein, la volonté de Jean Nouvel comment dire, de s'inscrire dans la lignée des grands constructeurs. Cette tour, si elle avait été construite, elle aurait eu 415 mètres de haut. Donc elle aurait été à l'époque la plus haute tour d'Europe. Et elle aurait été la plus haute tour du monde en béton, puisque c'était ça sa conception, hein, de faire une tour avec un noyau de béton. Et donc, de ce point de vue, à l'époque, c'était avant Dubaï, hein, qui a pulvérisé tous les records. Bon, mais on était il y a donc maintenant 30 ans. Hein. Donc, à cette époque-là, c'était quand même un exploit technique aussi. Et son agence a été retenue, donc son projet a été retenu. Et lui, il croyait dur comme fer que la tour de la Défense, la tour sans fin, allait se construire. Tour sans fin parce qu'il l'avait conçue comme étant de plus en plus transparente au fur et à mesure qu'on s'est levé. Vous voyez qu'il y avait une plus grande opacité à la base et une plus grande transparence vers le sommet, ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on montait dans le firmament, et souvent dans les nuages, puisque la région parisienne est souvent couverte de nuages, la tour aurait donné l'impression de se perdre dans les nuages, vous voyez, de devenir donc effectivement une structure sans fin, s'élevant comme ça dans le firmament. C'était ça l'idée esthétique hein, et symbolique de Jean Nouvel. Alors son agence a été retenue, il est lauréat, tout semble bien parti, et puis patatrac, quelques années après, faute de financement, le projet est abandonné en rase campagne, et du jour au lendemain, l'agence Jean Nouvel se retrouve dans la panade, parce qu'il y avait des dizaines de collaborateurs qui avaient planché pendant des années. Vous avez un projet comme ça ne s'improvise pas. Je veux dire, pour une agence, c'est colossal. Hein, c'est des milliers de plans, etc. Donc, du jour au lendemain, tout ce travail est foutu en l'air, et ils ont mis l'agence en faillite. Hein. Ils ont dû déposer son bilan et repartir à zéro. Donc, c'est une sacrée mésaventure hein, pour Jean Nouvel, cette histoire de la tour sans fin. Et il en a gardé hein, beaucoup d'aigreur par la suite. Voilà. J'essaie de vous montrer à travers ces exemples comment Jean Nouvel conçoit son architecture sur le mode de la contextualisation. Mais ses grands débuts internationaux, ça va être le fameux Institut du monde arabe, dont il reçoit la commande donc en 81-82, et qui va faire sa célébrité à ce moment-là. Alors, c'est une commande présidentielle voulue dans le cadre du rapprochement avec le monde arabe, vous voyez un peu. Donc il faut concevoir un lieu où on peut symboliquement opérer la jonction avec des pays arabes, avec la culture arabe, la culture du monde arabe, puisque c'est devenu ça devient un des centres du monde à ce moment-là. Alors voilà, en gros, ça c'est, disons, l'arrière-plan géopolitique, on pourrait dire. Mais concrètement, on est en bord de Seine, au bout du boulevard Saint-Germain, lorsque le boulevard Saint-Germain rencontre la Seine, et il y a là une parcelle biscornue, qui donc est coincée entre le boulevard Saint-Germain, la Seine, le jardin des plantes qui n'est pas loin, et derrière, il y a, vous voyez la tour ici,
c'est Jussieu, la fac de Jussieu, la fameuse fac de Jussieu, qui fut construite dans les années 60, si je ne me trompe pas, et qui avait pris la place de la Halle au vin, qui avait là, pendant longtemps, sur les bords de la Seine. Donc, un environnement un peu ingrat, prestigieux, puisque boulevard Saint-Germain, la Seine, à 2 pas de Notre-Dame et de l'île de la Cité, mais difficile à traiter. Donc, voilà, le tour de force premier, c'est d'abord d'avoir réussi un bâtiment qui va prendre toute sa place et s'intégrer très rapidement au paysage parisien, au point d'être devenu maintenant très banal, quoi. Ça fait partie du paysage parisien. Et donc ça, c'est déjà la première qualité de ce bâtiment. Alors, il est composé, alors voilà, depuis sa terrasse supérieure, vous voyez la vue qu'on a, on est vraiment au cœur du Paris historique, hein, avec donc l'île Saint-Louis à droite, l'île de la Cité ici, voilà. Il est composé de 2 parties principales, 2 bâtiments, vous voyez ici, 1, 2, séparés par une sorte de vide vertical, et surtout, il arbore 3 façades, dont une courbe qui est déjà en soi un exploit technique en bordure de Seine, qui regarde la Seine en tout cas, la façade intérieure entre les 2 bâtiments ici, et puis surtout, bien sûr, celle que tout le monde connaît et qui a fait sa gloire, c'est la fameuse façade sud qui regarde vers Jussieu, justement, et qui crée un grand parvis d'ailleurs, magnifique parvis, qui permet d'en prendre toute l'ampleur lorsqu'on se recule et que l'on voit donc s'élever cette façade conçue. Alors là, voilà l'exemple de la contextualisation, c'est l'Institut du monde arabe, donc il conçoit des moucharabiers d'aujourd'hui. Et ces moucharabiers métalliques sont conçus pour s'ouvrir et se fermer selon la luminosité du ciel et l'ensoleillement, puisqu'on est en façade sud, et commandés par des cellules photoélectriques qui auraient théoriquement réglé l'ouverture de ces diaphragmes. En fait, ce sont des diaphragmes, on pourrait dire. Si vous connaissez la photo, vous savez qu'un objectif est muni d'un diaphragme qui est réglable pour laisser rentrer plus ou moins de lumière. Mais c'est le même principe des lamelles. Là, vous voyez les lamelles de diaphragme fermées et là ouvertes. Et donc, selon ce même principe, on peut concevoir donc des panneaux commandés, on pourrait dire, électroniquement. Le problème, c'est que ça n'a pas très bien marché, il faut le dire, au début. Et donc, pendant pas mal d'années, cette façade spectaculaire n'a donné que des résultats mitigés. Néanmoins, elle était quand même très belle. Elle a vraiment séduit tout le monde, je crois. Et elle a vraiment frappé l'imagination du public et beaucoup contribué à sa célébrité en France et dans le monde. À l'intérieur, elle ménage, vous voyez, et là, vous voyez la référence aussi à l'architecture traditionnelle du monde arabe, du Maghreb, par exemple, du Maroc, avec ces moucharabiers magnifiques, souvent qui, là-bas, sont en bois, en général, en bois de cèdre, par exemple. Et donc, voilà, à l'intérieur, comment ces moucharabiers nouveaux diffusent une lumière tout à fait orientale, on pourrait dire. Hein. Mais on est quand même à l'époque de la high-tech, hein, de la haute technologie, et vous voyez que le bâtiment, il n'hésite pas à exhiber comment c'est fait, quoi, hein, c'est-à-dire le procédé constructif, l'ossature métallique qui donc organise l'espace. Donc on est à cette époque-là, précisément, dans ces années 80, à la grande époque de la high-tech. Je vous ai cité dans un cours précédent, bien sûr, je vous ai parlé de Jean Prouvé, hein, qui est un peu le père de cette vision un peu, et puis ses petits-fils comme Renzo Piano et Beaubourg, hein, qui est un bel exemple de la high-tech appliquée à un musée de la fin des années 70. Et là, on n'est pas loin, on est dans les années qui suivent, on est dans ce moment où l'architecture moderne, justement, est gagnée par ce grand courant de la high-tech
qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Et voilà, vous voyez de plus près comment tout ça est montré de façon très explicite, un peu comme Beaubourg expose les entrailles du bâtiment, et les expose de manière, par un choix esthétique même, au public et aux visiteurs. Deuxième exemple, qui va également asseoir sa notoriété. Alors on change complètement de registre, et là on retourne à Nîmes, le Nîmes de Jean Bousquet, le même qui fait construire donc le carré d'art devant la maison Carré. Et donc là, dans un quartier populaire, mais vraiment populaire de chez populaire, à la sortie de Nîmes vers sur la route d'Arles, dans un quartier qui est vraiment derrière la gare, constitué de bâtiments HLM, on en devine un peu là, vous voyez, tout à fait ordinaire, mais vraiment très très ordinaire, ou de petits pavillons également. Donc dans ce quartier-là, il y avait un atelier industriel abandonné, donc on récupère ce terrain et donc on va y construire des HLM. Donc le maître d'ouvrage, c'est les HLM du Gard, ou de la ville de Nîmes, je ne sais plus, bon, l'un des deux. Et on conserve une allée de platanes qui était là, installée dans ces bâtiments industriels, donc volonté également de conserver des éléments de la tradition, on pourrait dire, méditerranéenne. Le platane est, je dirais, constitutif du paysage méditerranéen. Et que ces bâtiments sont quand même très singuliers par rapport aux HLM qui ont été produits en France pendant 20 ou 30 ans auparavant, c'est quand même autre chose. Enfin, au moins sur le plan visuel, c'est quand même une rupture. Et ça se rapproche davantage d'un bâtiment de type industriel que de ce qu'on attend d'une résidence habituelle. Donc, oui, bien sûr. C'est une volonté explicite de sa part de concevoir un bâtiment avec des matériaux issus de l'industrie, issus du monde industriel, et il veut faire la démonstration qu'on peut offrir une qualité d'habitat supérieure au HLM habituel pour un prix identique. C'est le même pari que beaucoup d'architectes, un peu à la même époque, Edmond Lay avec le Navarre, qui est aussi un HLM, une résidence HLM, mais qui se veut au départ dans le budget habituel d'HLM. Donc, c'est ça le but, et donc, il utilise les matériaux industriels de manière à se procurer à un prix raisonnable des éléments qui vont lui permettre de concevoir un habitat différent. Alors vous remarquez en particulier ces grandes coursives qui courent le long du bâtiment. Il y a deux bâtiments, hein. Il les présente comme des tours couchées, un peu comme Charlotte Perriand aux Arts, qui disait aussi qu'elle avait conçu des bâtiments couchés. Mais c'est un peu la même idée. Au lieu de tours, je vous donne des bâtiments couchés avec, vous voyez, une hauteur raisonnable, 3 à 4 étages, des coursives de desserte et des ombrières, on pourrait dire, hein, des auvents ici au sommet qui coupent le soleil qui, vous savez, à Nîmes tape dur, hein, en été, il fait chaud à Nîmes, c'est un des points les plus chauds de métropole. Alors, approchons-nous un peu. Effectivement, c'est une inspiration navale, et on a vraiment l'impression qu'on a affaire à des vaisseaux, hein, qui s'avancent vers nous, avec leurs proues ici, leurs coursives, leurs escaliers métalliques, tout droit issus également de l'architecture industrielle. Hein. Donc on est vraiment dans ce type d'inspiration, et avec des portes vitrées, vous voyez, assez hautes, qui sont directement, elles, pour le coup, sorties des entrepôts, des grands entrepôts, où il y a ces grandes portes, vous voyez, rabattables. Il s'en inspire, il les fait un peu modifier, mais en gros, elles viennent des grands entrepôts ou des grands hangars qui à l'époque existent déjà, qui sont moins nombreux, disons que les grandes sociétés de type Amazon ne sont pas encore nées, avec leurs gigantesques entrepôts, les grands centres logistiques non plus, mais il y a déjà des grands hangars
et c'est de là que sortent ces grandes portes métalliques. Alors voilà, justement, pour expliciter un peu plus ce choix de l'esthétique industrielle, donc toiture métallique, escalier d'accès, ici. Il y a aussi des ascenseurs. Oui, je vous rassure, on n'est pas obligé de se taper les escaliers métalliques pour entrer chez soi. On peut, mais on peut aussi utiliser des ascenseurs, et puis il y a des personnes handicapées, des personnes âgées, des enfants, etc. Le bardage d'aluminium, ça, c'est vraiment aussi un clin d'œil explicite à l'architecture industrielle, et on pourrait dire à Jean Prouvé, et à ses méthodes de construction de ces... Vous rappelez-vous les maisons nomades qu'il avait conçues dans les années 50 et 60. Des stores aux couleurs primaires, donc là, clin d'œil à Le Corbusier quand même, il sait bien d'où il sort quand même, lui-même. Donc il y a un clin d'œil appuyé aussi à Le Corbusier. Les coursives, donc, je vous ai parlé ici, il y a des coursives de circulation, et puis il y a des qui sont côté nord, et puis il y a côté sud, des sortes de coursives, mais qui sont des balcons privatifs. Voilà, sur une maquette, vous comprendrez mieux. Voilà les coursives, qui sont les dessertes des appartements. Donc, c'est le même parti un peu qu'à Beaubourg. On rejette à l'extérieur les circulations et on garde tout l'intérieur pour l'habitat. Donc tout l'espace intérieur qui repose sur un soubassement de béton et des lames de béton tous les 5 mètres. Le module général, c'est 5 mètres. Donc chaque appartement a une largeur de 5 mètres. Ça, c'est le même principe que celui que Le Corbusier avait appliqué à la Cité radieuse de Marseille. Et là aussi, il offre ce qu'il appelle des simplex, c'est-à-dire un seul niveau, des duplex et des triplex. Et il y a 17 types de logements différents. Donc, il montre aussi que grâce à une technique de construction particulière, on peut moduler les espaces et offrir à des populations variées qui peuvent aller du célibataire à une famille nombreuse des formules d'habitat adaptées. Alors que les HLM, vous savez, ont du mal à sortir des modèles rigides F2, F3, F4, conçus comme des boîtes à chaussures, toujours sur le même plan. Bon, ici, on offre autre chose. Donc d'un côté, les coursives de desserte, et de l'autre côté, les balcons privatifs. C'est le côté sud. Donc chacun peut avoir lumière, soleil, verdure sous les yeux. Et vous voyez la hauteur des portes qui a été choisie et qui a coûté quand même un bras, parce que il a été les péchés dans l'architecture industrielle et commerciale, mais il les a fait quand même construire explicitement, et donc elles ont représenté, je crois, jusqu'à 8 ou 9% du budget total, simplement les portes. Donc elles ont fait l'objet d'un soin particulier. Vous savez, ça souffle à Nîmes, hein. Je ne sais pas si vous connaissez la région. Quand la tramontane souffle, il faut s'accrocher, hein. Donc il faut que les portes elles tiennent, hein. Donc il faut apporter un soin particulier aux portes qui s'ouvrent comme ça et pouvoir se protéger un petit peu du vent. Voilà. Alors vous remarquez que comme chez Le Corbusier à Marseille, le bâtiment est sur pilotis, sur une plateforme, et que les parkings sont en dessous. Donc on libère aussi le sol autour des voitures, et on libère autant d'espace de jeu ou de circulation pour les habitants. Voilà une coupe qui peut-être rend mieux compte avec les simplex, les triplex, les duplex, les balcons d'un côté, sud, et les coursives au côté nord, avec les escaliers de desserte et les parkings au-dessous. Et voilà quelques vues complémentaires. Vous voyez les coursives qui sont des espaces de circulation et d'échange, de socialisation, hein, un peu des gens. On peut très bien se rencontrer, discuter le coup, on voit très bien que ça fonctionne, ça peut fonctionner en tout cas.
Et à l'intérieur, il offre ce qu'il appelle lui-même des lofts sociaux. C'est-à-dire que nous sommes dans les années 80 et la mode du loft est déjà rentrée dans les mœurs, venant d'Amérique en particulier. Et donc vous savez que les lofts sont à l'origine des ateliers industriels ou de type semi-industriel qui sont transformés en appartements, en gardant les structures, les hauteurs sous plafond des ateliers industriels. Et donc il offre, comme Le Corbusier à Marseille, des doubles hauteurs, avec des mezzanines où on peut imaginer une chambre, des escaliers intérieurs, et évidemment, et j'ai oublié de le dire, les appartements sont de part en part, hein, ils sont traversants. Donc on a les deux façades dont on peut bénéficier. Alors, autre parti pris, volontaire, les appartements sont livrés bruts. C'est-à-dire que les nouveaux occupants rentrent là et il n'y a pas de papier peint, pas de peinture, ce qui laisse la porte libre à un aménagement personnel. Donc c'est le pari fait aussi par l'architecte que les gens vont s'approprier les lieux et se les personnaliser en quelque sorte. Et non pas simplement subir toujours les choix faits par une administration plutôt impersonnelle, ce qui est le cas en général dans les HLM. Jusque-là en tout cas. Voilà de l'intérieur. Vous voyez comment on peut avoir aussi un espace qui se dégage avec une sortie vers donc, le balcon extérieur, ce qui agrandit l'espace. Voilà. Alors maintenant, nous entrons dans la série des grands équipements culturels qui vont également faire sa gloire à ce moment-là. L'Opéra de Lyon, en particulier, premier d'entre eux, restructuration et agrandissement de l'Opéra de Lyon pour lequel il a reçu l'Équerre d'argent. Le voilà, vu en plongée de loin de la colline de Fourvière. Mais on est là au cœur de Lyon, hein. On est dans la presqu'île, entre la Saône et le Rhône, et on est juste derrière l'hôtel de ville. C'est le cœur vraiment historique de la ville, de la ville moderne, de la ville du XVIIe, XVIIIe, XIXe, puisque vous savez que l'histoire romaine de la ville, c'est Fourvière, c'est la colline qui est à côté. Donc ici, on a l'hôtel de ville, et vous avez juste en arrière donc l'opéra, que vous voyez voilà, sur une vue aérienne, vous comprenez mieux, la place des terreaux, qui est le cœur historique de la presqu'île, l'hôtel de ville, qui est un magnifique bâtiment du XVIIe, et puis voilà l'opéra juste derrière, qui ressemblait à ça. Voilà, c'est un opéra tout à fait classique au XIXe, tel qu'on le trouve à Bordeaux ou autre, dans d'autres villes. Cet opéra donc a été complètement transformé par lui et il en propose une version tout à fait inédite. Il ne conserve que les murs extérieurs, vous voyez ici, ils sont là. Et à l'intérieur de ce grand coffre, on pourrait dire, il insère, je ne sais plus combien, mais il y a 1, 2, 3, 4... Je crois qu'il y a niveau 12. Il y a 12 niveaux, il case 12 niveaux à l'intérieur de ce bâtiment, là où il y en avait 2 à l'origine. Hein. Et donc, il conserve le foyer d'accueil, il est là, au niveau 0 et 1 en gros, là. Et puis tout le reste a été complètement transformé. Donc il creuse un sous-sol, et souvent ce qui est en dessous est très important. Notamment, vous voyez, les studios de répétition, un amphithéâtre également de préparation. Donc tout ça est important. Et puis surtout, la salle d'opéra elle-même se trouve ici, là où elle était avant. Mais elle déborde en hauteur, puisque le niveau antérieur était là. Et puis il couronne le tout par ce magnifique demi-cylindre vitré qui donc surplombe le bâtiment et lui donne toute son originalité. Le voilà maintenant, vous voyez, vu du sol. Et le voilà tel qu'il émerge des toits du vieux Lyon, de jour ou de nuit, parce que le soir,
lorsqu'il y a des représentations, il y a un système d'éclairage tout à fait sophistiqué qui fait que le dôme, enfin le cylindre, apparaît dans le ciel lyonnais avec des couleurs rouges. C'est assez spectaculaire. Et voilà le magnifique studio de répétition sous les toits, vous voyez, qui domine la ville, où les troupes peuvent répéter. Voilà justement la nuit à quoi ressemble cet opéra, qui même clignote un peu. Il y a un savant travail qui a été fait avec l'éclairagiste, enfin éclairagiste c'est pas le mot, artiste de la lumière qui s'appelle Yann Carsalet, qui est une grosse pointure dans ce domaine et qui a travaillé à l'élaboration du système d'éclairage du bâtiment et comment il apparaît dans la ville. Et à l'intérieur, on entre dans un autre univers, vous voyez, cette couleur sombre, noire, que certains ont trouvé un peu pesante, mais par contre, au niveau acoustique, il paraît que c'est vraiment très très bien. Deuxième réalisation, bon, j'essaie d'accélérer un peu parce que je vois que le temps passe et comme là, je ne pourrais pas arriver au bout de ce que j'avais pensé, mais enfin tant pis. Alors, deuxième grande réalisation, la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris, boulevard Raspail. Là, devant, c'est le boulevard Raspail. Donc, on est près de Montparnasse. La Fondation Cartier, c'est comment dire, c'est une émanation du groupe Cartier de luxe. Hein, vous connaissez les montres Cartier, les bijoux Cartier. C'est un groupe suisse dont le siège est en Suisse et qui donc à l'époque était dirigé par Dominique Perrin, la fondation, qui a donc fait un énorme travail pour orienter la fondation vers l'art contemporain et lui donner donc une stature internationale. Par ailleurs, le même Perrin, à l'époque, s'est intéressé au vignoble de Cahors et c'est lui qui a contribué, en rachetant un domaine, à restaurer également le prestige du vignoble de Cahors, qui est quand même passablement amoché à ce moment-là, et qui fait que le vignoble d'aujourd'hui a quand même un certain prestige. Et c'est pour ça que a été créé pendant un certain nombre d'années une manifestation à Cahors qui s'appelait le Printemps de Cahors, à son initiative, et qui était tournée vers la photographie contemporaine et les arts plastiques. Vous voyez, à cheval sur art plastique et photographie. Et au bout d'un certain nombre d'années, comme quand même ça n'a pas pris dans le Lot profond, malgré tout, malgré tous les efforts de Dominique Perrin, ça s'est transporté à Toulouse. Et voilà pourquoi, si vous êtes attentif au calendrier culturel de Toulouse, vous verrez apparaître ce qu'on appelle maintenant le printemps en septembre à Toulouse, qui est une manifestation d'art contemporain dans divers lieux, dont le cloître des Jacobins, magnifique lieu. Et donc, si vous avez l'occasion d'y aller, sachez que l'origine de ça, c'est la Fondation Cartier, qui a d'abord commencé à Cahors et qui n'a pas pu continuer. En tout cas, à Paris, ce bâtiment a eu un franc succès, à la fois par son parti pris architectural et par les contenus qu'il offrait. Et notamment par ces grands écrans vitrés qui donnent sur le boulevard et qui encadraient notamment un arbre fameux qui, paraît-il, a été planté par Chateaubriand. Donc il avait 2 siècles, jusqu'à il y a quelques années. Il a été abattu, hélas, je crois, pendant la pandémie, là, parce qu'il était malade, et, bon, on ne pouvait plus le sauver. Et ce vénérable, je ne sais plus ce que c'était, érable peut-être, je ne sais plus très bien, a dû être abattu, malheureusement pour lui. Donc il n'y est plus là sur l'image. Voilà, vue du ciel, la parcelle, vous voyez, qui est ici, qu'il occupe. Alors vous voyez que la parcelle est importante, parce que c'est un véritable jardin au cœur de Paris. Ça, c'est le cimetière du Montparnasse. Vous voyez ? Et voilà la parcelle qu'il occupe. Alors je précise que cette parcelle a été occupée avant, c'est intéressant aussi du point de vue de l'histoire culturelle de Paris, par le centre culturel américain,
qui était une émanation, je crois, des autorités américaines, hein, mais qui, dans les années 60, 70 surtout, a été un des hauts lieux de l'avant-garde artistique à Paris, où se produisait le meilleur de l'avant-garde new-yorkaise ou autre à Paris, et réciproquement. Donc on a pu voir à Paris des choses absolument extraordinaires venues de New York, et c'était donc un haut lieu de l'avant-garde parisienne, mais à un moment donné, les autorités américaines ont décidé de le fermer, et il s'est transféré à Bercy, dans le nouveau parc de Bercy, où il y avait un nouveau bâtiment qu'a dessiné Frank Gehry, justement, et où se trouve aujourd'hui, sachez-le, si vous allez à la Cinémathèque de Paris, c'est l'ancien centre culturel américain bâti par Frank Gehry. Et du coup, sur la parcelle, voilà, la Fondation Cartier a récupéré la parcelle et a installé son bâtiment. Alors vous voyez qu'il occupe une place relativement réduite. Et il est constitué, ce qui est le plus remarquable, dans ces 3 écrans successifs qui ménagent la végétation. Et là encore, une grande partie des installations se trouve en souterrain. La plupart des expos se passent en bas. Et voilà les 3 écrans parallèles, qui évidemment, tout leur charme, c'est qu'ils changent de couleur selon les moments et les saisons. Voilà, vous voyez, un plan qui vous montre que ce qui est en dessous, c'est aussi important que ce qui est au-dessus, en volume. Hein. Et autour, on a donc un jardin qui a été aménagé par un paysagiste et qui contient notamment une sorte d'amphithéâtre où se produisent des manifestations de plein air quand le temps et la saison le permettent. Voilà quelques détails, vous voyez, qui montrent comment Jean Nouvel a intégré l'existant dans son bâtiment et puis a contribué à nourrir davantage l'espace végétal. Et voilà quelques exemples, vous voyez, de la lumière sur en tout cas l'écran, le principal qui se trouve en bordure du boulevard. 3e lieu, évidemment tout le monde connaît maintenant, j'imagine, les fameuses boîtes colorées conçues à l'époque pour le musée du Quai Branly, le musée dit des arts premiers, même si l'appellation a été très discutée, voulu par Jacques Chirac, grand amateur de ces arts premiers. Et donc voilà, cet aspect qui a frappé les imaginations. Et encore, vous voyez comment une proposition de Jean Nouvel est complètement différente de l'autre. Hein. Vous voyez que rien ne permet de dire que ça c'est de Jean Nouvel. Bon, voilà, chaque lieu a droit à sa proposition différente. Mais c'est d'abord un grand pont, un musée-pont, vous voyez, qui s'étend sur quasiment 200 mètres de long, si je ne me trompe pas, à légère courbe, puisque la parcelle épouse la courbe de la Seine ici, c'est le quai Branly. Au passage, le centre culturel orthodoxe de Russie, cadeau de Vladimir, hein, à la France, plof, bien planté au bord de la Seine, il y a une dizaine d'années, je crois maintenant, hein, qui a été voulu par Poutine, donc, pour bien marquer la présence russe à Paris. Bon, passons. Voilà ici donc le pont musée qui repose sur, vous voyez, vraiment un pont. Hein, il est juché sur des piliers puissants, dont 2 très puissants. Il y a 2 gros piliers porteurs et une série de piliers secondaires séparés d'une, je sais pas, 8 ou 10 mètres, je crois. Et le tout porté à une hauteur d'environ 10 mètres, globalement. Vous voyez, donc on y passe très largement dessous, c'est vraiment très aéré. Je pense qu'il y en a qui connaissent le lieu. On y circule facilement, avec plaisir. Il n'y a pas d'obstacle, quoi, vraiment. Et le jardin a été aménagé par Gilles Clément, un des grands paysagistes jardiniers d'aujourd'hui, qui a collaboré étroitement avec Jean Nouvel pour concevoir ce lieu. Voilà, vous voyez, là ça vous donne la mesure de la hauteur et de la circulation très fluide là-dessous. Et là, c'est l'écran qui sépare la parcelle, le jardin, du quai, qui est souvent un peu bruyant et qui fait office de mur anti-bruit, finalement. Hein.
Et il y a même un mur végétal qui était à l'époque une certaine nouveauté. C'était pas commun d'avoir des murs végétaux comme ça en façade, tels que là c'est la partie administrative où il y a les bureaux. Alors voilà, le jardin, vous le voyez dessiné par Gilles Clément ici, de part et d'autre, avec quelques détails. Vous voyez, il y a des cheminements, c'est très charmant. On s'y arrête avec plaisir, on peut se reposer, etc. Voilà, contempler un petit peu les lieux. C'est très agréable. Et voilà les fameuses boîtes. On va maintenant regarder un petit peu l'intérieur du musée lui-même, avec sa conception muséographique qui a fait couler beaucoup d'encre et qui n'a pas été toujours reçue pleinement, quoi, hein. Enfin, il y a des gens qui ont vraiment vertement critiqué les partis pris muséographiques de Jean Nouvel, notamment l'obscurité qui y règne. Je pense qu'il y en a qui l'ont visité, hein, parmi vous, donc vous voyez de quoi je veux parler. Alors ici, on rentre par ici dessous, et on accède aux salles en remontant une rampe, ici, qui monte une déclivité très, très douce, qui entoure voilà, la déclivité, vous voyez la rampe d'accès ici en gris, hop, qui permet d'accéder au cœur des expositions, au cœur des collections, et qui entoure au départ, ici, une colonne vitrée, enfin une colonne, puisqu'une colonne, un cylindre, ou quelque chose qui ressemble à un cylindre vitré, où est exposée une partie de la magnifique collection d'instruments traditionnels de différentes cultures qui sont montrés là. Magnifique, c'est vraiment très très beau. Et nous voilà au cœur du dispositif des collections. Alors là, voilà, c'est là qu'on est plongé dans une sorte d'obscurité voulue, d'où émergent les pièces de collection qui ont été sélectionnées, mises en valeur, avec un cheminement qui permet de se reposer. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits où l'on peut s'arrêter et où l'on peut accéder à des informations complémentaires par des écrans, ici, par exemple, en s'asseyant sur le bord là, et on complète ce qu'on voit. Il y a des explications générales sur le musée, sur les collections, sur certaines pièces. Donc, bien entendu, comme dans tout musée moderne, l'effort pédagogique, l'effort de médiation est considérable. Mais ça, disons que c'est commun maintenant, hein, ça fait partie des programmes de tous les musées modernes. Ce qui est singulier, c'est le choix muséographique général, avec ces niches, puisque ces boîtes, qu'on le voit à l'extérieur, projetées vers l'extérieur, contiennent évidemment des éléments qui sont exposés, des pièces qui sont exposées. Donc elles fonctionnent un petit peu comme des petites chapelles. Il y a quelque chose d'un peu de cet esprit-là dans la façon de concevoir ces boîtes extérieures. Voilà un exemple de la façon dont ces pièces sont montrées. Voilà, bien. Et nous terminerons aujourd'hui, je vois qu'on approche de 3h30, par la Philharmonie de Paris, une des dernières productions du maître, avec cette singulière boîte à musique qui donc borde le parc de la Villette ici et le boulevard périphérique, et qui a été voulu explicitement justement là, parce qu'elle vient effectuer comme une sorte de transition, enfin de relation entre Paris et sa banlieue. Ça c'est un des grands problèmes parisiens, la relation entre Paris, intramuros, et sa banlieue. Et justement, là encore, Jean Nouvel se pose la question de comment concevoir un outil de ce type pour que ce soit à la fois un outil pour les Parisiens, ceux de Paris, et les Parisiens qui sont juste de l'autre côté du boulevard, hein, pour les banlieusards. Avec cette distinction qui est absolument absurde, qui est propre à Paris et qui n'existe pratiquement pas ailleurs dans le monde. Ailleurs, on est de Berlin, on est de New York, on est de etc. Mais on n'est pas de Paris ou de la banlieue. On est dans la même agglomération, on est dans la même ville. À Paris, non.
et la césure est toujours profonde entre les deux. Et la philharmonie se veut justement un instrument de relation entre les deux. Mais aussi par sa programmation, on a voulu que là se produisent à la fois les orchestres philharmoniques traditionnels, qu'on puisse y donner la musique classique, disons, au sens général du mot, mais aussi les musiques d'aujourd'hui, les musiques des banlieusards, justement, les musiques qui sont celles qu'écoutent la majorité des gens de la région parisienne, hein, qui sont des musiques modernes d'aujourd'hui, qui peuvent être du jazz ou des musiques autres. Et donc, cette philharmonie, elle répond à ce programme-là. D'où sa modularité à l'intérieur, selon le type de musique qui s'y produit. Mais il paraît que d'un point de vue acoustique, c'est le top. Hein. C'est une des salles les plus performantes au monde. Et Jean Nouvel a mis le paquet dessus avec les meilleurs acousticiens du monde qui se sont succédés là et qui ont produit un lieu parfaitement magique, paraît-il, pour les auditeurs. Alors, petite réflexion sur le lieu. Ça a été voulu comme une butte, comme une colline. Là encore, Jean Nouvel, il a à l'esprit qu'à côté, il y a les buttes Chaumont. Et un peu plus loin, vous voyez qu'il y a la butte Montmartre. On la devine ici, dans le lointain, vous voyez. Et donc, Paris est fait de buttes. Donc, c'est une nouvelle butte qui vient s'ajouter dans le paysage parisien. Et d'ailleurs, pour prouver que c'est bien une butte, une petite colline, on peut y accéder par ce cheminement. Il y a un petit sentier ici qui permet à n'importe qui, librement, hein, même ça, on ne rentre pas dans la philharmonie, de se hisser sur le toit et de là avoir un très beau spectacle sur le parc de la Villette et la banlieue est de Paris. Puisqu'on est là, porte de la Villette ici et porte de Pantin à droite. Alors là, vous voyez la Cité de la musique dont je vous parlerai la semaine prochaine, à gauche, de Christiane de Portzamparc, qui est aussi très très intéressante ici. Donc ça vient compléter cet équipement, hein, tout à fait exceptionnel de Paris à cet endroit-là. Et voilà, là on voit mieux que c'est une colline, hein, au-dessus du parc. Vous voyez, au-dessus des pelouses et des folies de Bernard Tchoumi, vous avez là donc véritablement un bâtiment colline qui s'élève au-dessus du parc de la Villette. Et puis, qui change de couleur et de lumière selon l'atmosphère. Une belle soirée d'été, non d'hiver, pas de feuilles, avec les reflets du soleil couchant, mais aussi un jour de pluie, avec toutes les nuances de gris que peuvent apporter ces pavés d'aluminium. Tous ces pavés-là, et là, c'est de la fonte d'aluminium, et donc ça a la vertu de pouvoir changer de couleur tout le temps. Voilà le cheminement, un jour de pluie. Vous voyez, on monte là. Et voilà les fameux, tout le bâtiment et ses abords sont recouverts par ces pièces d'alliage d'aluminium qui ont été fabriquées dans une usine spécialement. Voyons, je crois qu'il y en a 265 000 en tout. C'est pareil, hein, 265 000. Alors vous imaginez le calepinage, hein, je veux dire la mise en place minutieuse, tout ça. Et ça a été une des sources de conflit entre Jean Nouvel et les entreprises chargées de la pose de ces pièces. Voilà, pour vous donner une idée, j'avais pris ces photos au début du chantier, enfin pas au début du chantier, au début de la pose de la couverture, vous voyez. Alors, au tout début, pour vous donner l'échelle, vous voyez un peu, on devine mal, mais voilà les ouvriers qui sont en train de mettre en place ce premier pan de pièces d'aluminium. Vous voyez l'échelle gigantesque de ce chantier qui n'a pas été sans poser des problèmes, bien sûr, imaginez. Alors voilà, on a appelé ça les oiseaux, c'est un peu des formes d'ailes ou d'oiseaux qui s'assemblent comme ça et qui sont donc très minutieusement disposés de manière à faire une couverture en théorie parfaite. Et voilà l'intérieur de cette forme, avec cette forme enveloppante, vous voyez, avec la formation musicale au centre
et tous les spectateurs autour. C'est il y a diverses formes de salles de musique. Il y a la boîte à chaussures, type Musikverein de Vienne, où il y a la salle italienne, classique, la Scala. Donc ça c'est les deux dispositifs classiques, on va dire, des salles de concert. Et puis il y a, depuis quelques dizaines d'années, un nouveau type de salle qui a été initié notamment par la fameuse Philharmonie de Berlin, qui est vraiment la référence absolue, le point de départ de ces nouvelles salles enveloppantes, vous voyez, où les spectateurs sont tout autour dans des situations différenciées. Donc c'est un nouveau type de salle dont Jean Nouvel s'est inspiré pour la sienne. Et il paraît que, moi j'ai pas été encore, mais l'acoustique est absolument fabuleuse. Voilà, avec ces balcons suspendus un peu, vous voyez, c'est tout à fait étonnant. Voilà. Alors, écoutez, là il est 3h35, je suis censé m'arrêter. J'ai pas fini mon périple avec Jean Nouvel. On peut essayer la prochaine fois de boucler la fin de Jean Nouvel. J'aurai donc Périgueux. Oh, ça va aller. Montpellier, c'est vite fait. Ouais, j'ai presque fini en fait. J'ai presque fini. Je peux prendre 10 minutes, un quart d'heure la prochaine fois. Et j'enchaînerai sur Christian de Portzamparc. Ça fera un bon truc, je crois. Je suis en train il faut que je jongle un peu avec mes architectes parce que les prochains, j'aurai pas autant de matière à vous présenter. J'ai simplifié, donc je ne sais pas très bien quel est le temps que je vais utiliser. Enfin, en tout cas, à la semaine prochaine, pour Christian de Portzamparc. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.